Togo Info. Le Togo à votre portée. À l'approche de la présidentielle de 2020, les déclarations de candidature se suivent sans se ressembler. La dernière en date étant celle de Christian Spika, né à Koda, un Togolais ayant vécu une vingtaine d'années en Allemagne. Vous aurez l'occasion de le découvrir sur nos ondes la semaine prochaine. Mais ce matin, nous avons le plaisir de recevoir un autre candidat indépendant déterminé à conquérir la présidence de la République l'année prochaine, Ekwe Gamessou Podar. Bonjour, Monsieur Podar. Bonjour, Monsieur Afanou. Et ce sera autour du thème présidentiel de 2020 au Togo. Quelle vision pour l'emporter? Et comme tous les matins, chers auditeurs, ce débat se fera également avec vous, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Présidentielle de 2020 au Togo, quelle vision pour l'emporter? C'est le thème du jour. Alors, Ekwe Gamessou Podar, il faut dire que depuis la déclaration de votre candidature, certains Togolais ont une certaine idée de votre personne. Mais pour les autres, on va aller un peu plus au fond des choses. Qui êtes-vous en réalité? Bonjour, c'est Antoine. Absolument. Antoine, bonjour. Je voudrais d'abord remercier aux auditeurs, aux auditrices pour l'écoute de ce matin. Et je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer ici à tous les Togolaises et tous les Togolais. Je suis Pierre Ekwe Gamessou Podar. Donc, je suis né il y a une soixantaine d'années à Glidi, Kodi, dans la préfecture des Lacs, là où se tient la pierre sacrée. Donc, il y a quelques semaines, on a fait la cérémonie de la pierre sacrée. Donc, je suis juste né là-bas, dans ce berceau-là. Et j'ai fait mes études primaires à l'école de la ferme de Glidi, qu'on appelle aviation à l'époque, et mes études secondaires au lycée de Zébébi, maintenant. C'était en ce moment CEG de Zébébi. J'ai fait ma maîtrise en gestion à l'université du Bénin à l'époque, qui est l'université de Lomé aujourd'hui. Et puis j'ai continué donc à Dakar pour une formation en diplôme des banques et de la finance, également au Cheikh Anta Diop, à l'université Cheikh Anta Diop, en économie de développement et en économie monétaire. Donc voilà, et après j'ai passé 14 ans à Dakar, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai gravi les échelons jusqu'à un certain niveau. Donc à la BCAO, en faisant partie de l'équipe qui faisait vraiment la gestion monétaire de nos pays, de nos 6 pays à l'époque. Et finalement, je me suis rendu à Washington, où j'ai passé 21 ans au Fonds monétaire international, également là où j'ai commencé en tant qu'économiste, et puis économiste principal jusqu'au poste de chef de mission adjoint, avant de prendre ma retraite anticipée il y a 3 ans pour réfléchir un peu plus sur les problèmes du Togo, bien sûr, mais de l'Afrique en général, et voir comment nos pays, dans une compétition globale, peuvent vraiment s'organiser pour s'en sortir. Voilà. Alors, c'est un parcours dans votre domaine, on peut dire pour le moins hors du commun, mais durant tout ce temps, vous êtes resté assez discret pour le public togolais, et comment est-ce que cela s'explique? Pour le public togolais, peut-être, mais même pas pour ce que je peux appeler, entre guillemets, les grands acteurs de la vie politique togolaise. Je crois que tous me connaissent, je les connais tous, jusqu'au chef de l'État lui-même. Donc, que ce soit les anciens Dame Kodjo, Agome Kodjo, qui est même pas promotionnaire, mais j'étais en première année quand il est arrivé en seconde, donc ça remonte à 73. Toute la classe politique de la C14 avec qui j'ai travaillé avec eux, où j'ai été le commissaire aux comptes de la C14, il ne faut pas l'oublier, depuis septembre 2017, c'est-à-dire juste après le 19 août. J'ai eu à marcher avec eux également le 23 septembre, je crois, et puis le 5 octobre, la marche de la colère, j'étais là présent. Je ne suis pas quelqu'un qui publie des photos pour faire de... Je suis pas le végétariat, tout simplement... gratuit, c'est pas là. Je sais que je suis un homme de profondeur, de réflexion et d'action. Et donc, mais les grands acteurs me connaissent, même si le grand public togolais ne me connaît pas encore assez, en tout cas physiquement. De nom, je crois que tout le monde me connaît, mais pas physiquement.
Alors, vous nous direz dans quelques instants les raisons pour lesquelles vous vous êtes détaché de la C14 pour embrasser cette initiative entre guillemets personnelle. Mais avant, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter candidat pour la présidentielle de 2020? 4 raisons, disons, globalement principales. D'abord, l'amour pour mon pays. Je suis togolais. Je suis né, comme je dis, ici au Togo. J'ai grandi ici. J'ai eu pratiquement 25 ans avant de quitter le Togo. Mais mes fonctions me permettent de venir tout le temps en Afrique, puisque je travaille sur tous les pays africains. J'en ai fait de l'Afrique du Sud, passant par le Maurice, le Cameroun, le Niger, le Sénégal, bref, le Mali. Alors, à chaque fois que je suis en mission en Afrique, je fais toujours un détour. Ma maman, paix à son âme aujourd'hui, qui est décédée en mars dernier, était là. Donc, à chaque occasion, je passe par ici donc, pour me confronter aux réalités, voir un peu comment la famille se passait, mais également comment le Togo se porte d'une manière générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est cette envie de contribuer, de rendre. Vous savez, peut-être que ce n'est pas encore très incrusté dans nos cultures, mais ailleurs, quand les personnalités, les personnes qui ont affronté beaucoup de choses, des défis dans leur vie, et qui arrivent à un niveau, ils veulent redonner à leur communauté. Ils ouvrent quelque chose d'excellence pour l'éducation des enfants, la santé, pour la motivation. Donc, montrer que par leur exemple, on peut aussi également aller de l'avant, quelles que soient les conditions de notre naissance. Je dis souvent que les conditions de notre naissance ne déterminent pas le parcours que nous devons faire. Donc, il y a cette envie de contribuer. Il y a également les appels incessants que beaucoup de citoyens me font. Ces appels incessants, depuis, même quand j'étais déjà en fonction, je me souviens en 2005 déjà et en 2010, si je devais écouter tout ce que les citoyens togolais me demandaient, je devais être candidat depuis 2010, 2015. Mais j'avais mes fonctions, je n'étais pas prêt et j'ai attendu quand même en 2015, quand j'ai pris ma retraite anticipée. Et alors, les concitoyens et les compatriotes togolais venaient encore plus. Ils me disent maintenant, vous ne pouvez plus avoir l'argument de dire que j'étais en fonction. Vous êtes maintenant un homme libre, indépendant, et pourquoi pas. Donc, tout cela combiné m'ont amené justement, et puis il faut ajouter en dernier le quatrième point qui est même l'état de notre pays, qui, on peut le dire, n'est pas tout à fait au fixe. Donc, étant citoyen et préoccupé par la jeunesse, ce qui se passe dans mon pays, la déficience au niveau de nos systèmes de santé, d'éducation, tout ça, on se dit non, on ne peut pas rester les bras croisés et il faut apporter sa contribution. Quelle est la vision que vous portez? Quel est ce projet avec lequel vous comptez séduire les Togolais en 2020? Séduire les Togolais en 2020, c'est d'abord que tous ceux qui sont les Togolais, quel que soit leur bord, qui sont déçus de la gouvernance qu'on a depuis ces 2-3 dernières décennies et qui souhaitent un changement. Et je crois que si vous faites Radio Trottoir aujourd'hui, vous demandez à 10 Togolais, peut-être il y aura 7 à 8 qui vous diront que vraiment, il est temps, Gamessou, il est temps comme votre prénom le dit, qu'on puisse faire un changement, pourquoi pas voir d'autres façons de gouverner, voir pas des visages, mais changer de système. Ce n'est pas une question de visage, c'est vraiment de changer fondamentalement le système de gouvernance et permettre au génie créateur du peuple de se libérer. Je ne pense pas que dans un pays où les gens sont contraints, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de secteur privé, on ne peut rien faire et prospérer si on n'est pas de tel camp, si on n'est pas de tel groupe. Dans un pays comme ça, on ne peut pas rentrer dans la compétition mondiale aujourd'hui parce qu'il ne libère pas sa jeunesse et également le génie créateur de son peuple. Donc en clair, changer le système pour permettre au pays de s'épanouir. Changer le système pour permettre au système de s'épanouir, accompagner les entrepreneurs. Je tiens beaucoup au secteur privé. C'est l'épine dorsale de toute une économie, de chaque économie et partout ailleurs. Vous savez, tant que le secteur privé qui crée l'emploi, qui crée la richesse, n'est pas accompagné, n'est pas, que ce soit au niveau de l'accompagnement fiscal, mais que ce soit également au niveau de l'accompagnement du financement, et qu'on n'a pas une classe moyenne solide et large papier, donc on a toujours des risques qui viennent souvent d'ailleurs. Ces risques, c'est que mais quand nous comptons sur les matières premières, les prix augmentent, on commence par faire beaucoup de projets, des éléphants blancs,
Mais les coûts des matières premières, tout le monde sait que c'est des prix qui fluctuent et qu'à un moment donné, ça peut baisser et on n'est pas prêt, on n'est jamais préparé. Je dis souvent que nous, les Africains, on ne sait pas jeter ni l'abondance, on ne sait pas gérer ni l'abondance ni la rareté. Donc voilà, je pense que pour moi, c'est un Togo où il y a une solidarité, où les Togolais, quel que soit d'où ils viennent, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur confession, puissent travailler ensemble pour construire cette maison commune qui est le Togo. Et parlant d'économie pour votre carrière, vous ne pouvez ne pas être au courant du débat autour du franc CFA. Certains pensent que les pays africains, notamment le Togo, ont du mal à s'en sortir à cause de cette monnaie. Que pensez-vous globalement de ce débat qui agite l'actualité depuis un certain nombre de mois, voire d'années? C'est un débat qui doit se faire. Il ne faut pas quand même qu'on se cache, on se voit la face. C'est un débat qui doit se faire. On est en 2019, je crois que cette monnaie a été créée. Bon, si on veut faire l'histoire, c'est 1800, c'est quand même la Banque du Sénégal, jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, on est arrivé à créer le franc CFA, les francs des colonies d'abord, qui est devenu franc CFA. Bon, les thèmes ont changé, mais les sites demeurent toujours. C'est un débat qu'il faut faire. Mais maintenant, si on place tout dans le contexte de la théorie monétaire même, est-ce que franchement, c'est très complexe. Les classiques, les économistes classiques qui ont vraiment commencé à parler théoriquement de la monnaie, pensent que la monnaie c'est un voile. La monnaie n'est que l'intermédiaire des échanges. Donc la monnaie n'a pas un rôle vraiment actif. Et puis on est venu jusqu'aux monétaristes qui pensent que non, la monnaie peut être active et permettre de par le financement des économies d'une manière volontariste, pousser à la croissance et créer des emplois. Et puis il y a bien sûr d'autres qui pensent que non, parce que quand on fait un excès monétaire, on crée de l'inflation. Donc ce débat-là, c'est Vous pas. pensez qu'on devrait... On devrait continuer, mais à tête opposée. C'est très compliqué. Vous réunissez 4 économistes sur votre plateau aujourd'hui, vous n'aurez pas une unanimité sur quoi. Bon, maintenant, le CFA, c'était une monnaie commode, parce que c'était une monnaie convertible. Donc tout de suite, quand vous avez le CFA, vous avez l'euro, vous avez le dollar. On devait peut-être utiliser à bon escient cette monnaie-là pour nous développer, parce que ce que nous achetons à l'extérieur, c'était nous. Je crois que c'est plus les politiques des États et la consommation à outrance que cette monnaie a permis, qui plutôt a créé les problèmes. Mais ceci dit, il faut avoir sa propre monnaie. C'est un économiste même français qui disait, le destin du peuple se joue sur la monnaie. Avoir sa monnaie, apprendre à la gérer, je crois que cet effet d'apprentissage-là, ça demande qu'on puisse faire un changement du système du CFA. Aujourd'hui, il y a l'écho qui vient, peut-être pour 2020. C'est ce qui est annoncé. Il faut commencer les réflexions. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Pierre Ikwegamessou Podar, candidat indépendant déclaré à la présidentielle de 2020. Autour du thème présidentielle de 2020 au Togo, quelle vision politique pour l'emporter? Il vient de vous exposer la sienne. Vous aurez l'occasion dans 5 minutes de donner votre avis par rapport en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, vous avez annoncé votre candidature, M. Podar, à un moment où le débat sur la candidature unique ou non de l'opposition battait son plein. Il n'est d'ailleurs toujours pas évacué. Pourquoi vous êtes-vous détaché de la C14 pour cette initiative? Je ne suis pas détaché de la C14, il n'y a pas de parti politique. Absolument. Situez-nous, les auditeurs aimeraient savoir. Il n'y a pas de parti politique parce qu'il y en a au 115, on dit, même si c'est peut-être 25 ou 30 qui sont opérationnels, je n'en sais rien. Donc ce n'est pas une question de parti. Non, je n'ai pas de parti politique. Je suis venu dans la politique comme un sacerdoce. Je ne suis pas un politicien de carrière, je ne suis pas de la politique, je n'ai jamais venu de la politique. Donc la C14, je leur ai porté assistance parce que c'est quand même des partis politiques. Et nous tous, je suis pour la population, les revendications de la population à une dignité, à un partage de richesses nationales. Ça, j'adhère complètement à cela. Donc je donnais un appui à la C14 dont je ne me suis pas détaché parce que dès que je suis rentré encore cette fois-ci, puisque depuis 2015, je vis pratiquement au Togo, je sors, je reviens, mais je suis basé. Et on s'est rencontrés également pour que la C14 dans sa version maintenant réduite, pour donner mes opinions, comment est-ce qu'ils vont continuer
à travailler avec la diaspora. Et donc, non, Alors, si vous avez annoncé votre candidature, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la logique de la dynamique unitaire, de la candidature unique, comme on entend le dire. Non, mais un candidat unique, vous allez le trouver sans que les gens, les personnes, les acteurs même puissent déclarer qu'ils sont candidats. Il faudrait, moi je pense qu'il faut une méthodologie pour arriver à une candidature consensuelle, moi je dis consensuelle unique, mais il faut connaître. Si je ne sais pas, c'est M. Speaker, je ne sais pas qui il est. Donc comment je peux aller chercher comme un candidat unique? Il faut qu'il montre qu'il a de l'ambition pour son pays, qu'il veut faire quelque chose, qu'on l'entende. Donc pour nous, nous pensons réellement qu'il faut aller à une candidature consensuelle unique. Donc vous êtes c'est dans la dynamique gagnante. Je suis dans toute stratégie gagnante pour la population togolaise si cela passe par la candidature unique. Mais il faut une certaine méthodologie pour y arriver. Alors, à tout candidat indépendant au Togo, plusieurs citoyens demandent, mais de quel bord êtes-vous? Parce qu'en général, tous les candidats indépendants sont taxés d'être des béquilles du parti au pouvoir. Quelle est votre situation? Mais il faut aller demander au parti au pouvoir. Si je suis le béquille, non, je suis un homme très indépendant. Je crois que j'ai une indépendance d'esprit, pas maintenant, depuis ma jeunesse jusque-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas vu, j'aurais été ministre ici plusieurs fois si je voulais. Même postuler au poste de Premier ministre, je sais comment les choses se passent dans ce pays. Mais non, j'ai une éthique, une discipline de vie qui ne me permet pas de faire ce genre de choses. Je crois à certaines valeurs et je les défends vraiment avec conviction et vigueur. Et c'est pour ça. Mais je suis très indépendant. Je peux aider mon pays si on me fait appel, mais je ne pense pas que je suis pas attaché à un parti ou à un autre, ni les partis au pouvoir, ni les partis d'opposition. Je suis un homme très indépendant, mais si des idées qui sortent me conviennent, et je pense que ça peut nous amener à gagner, oui, en ce moment, je peux m'aligner. Alors, vous avez probablement entendu parler de la difficulté du terrain politique togolais. Vous vous y sentez à l'aise? On m'a dit que c'est un marigot de caïman, mais qu'il faut apprendre à nager très rapidement pour ne pas se faire mordre. Non, je crois que je les connais tous, plus ou moins, d'une manière ou d'une autre. Pas complètement, mais il y a certains quand même avec qui j'ai des rapports assez rapprochés, si je veux utiliser ce terme-là, très serré. Et d'autres, bon, que je connais d'une manière ou d'une autre, mais on se connaît tous et je crois qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore de soucis? Je n'ai pas de soucis puisque je ne suis pas impliqué dans la politique. Je n'ai pas de griefs contre quelqu'un personnellement, mais peut-être que d'autres en ont. Mais à mon niveau, moi, je n'ai aucun problème. Je viens juste en tant que citoyen togolais qui pense que s'il peut apporter sa pierre, ensemble avec les autres, si les autres acteurs veulent, pour que nous puissions sortir de cette impasse. C'est une impasse qui est là depuis longtemps. Le signe indien, comme je l'ai dit, et le Togo, malheureusement, est le seul pays de la sous-région qui n'a pas encore connu de transition. Donc, si on peut aider à cela, oui, je le ferai volontiers. Avant de donner la parole aux auditeurs, certains acteurs estiment que l'opposition togolaise néglige un peu ou est absente de l'intérieur du pays. Certaines villes où l'opposition elle-même dit qu'elle n'a pas accès, par exemple la ville de Kara. Avez-vous des projets pour l'intérieur du pays dans les jours, les semaines, les mois qui viennent? Oui, non seulement des semaines et les mois qui viennent, on a déjà des coordinateurs qui sont là, qui travaillent, les gens travaillent sur le terrain. Il ne faut pas penser qu'on doit, les fourmis, vous savez comment ça travaille, il ne faut pas penser que nous devons tout déclarer avant de... Non, on a des coordinateurs, on a tous les territoires émaillés par le mouvement Gamessou, il y a des coordinateurs, prochainement on va se réunir en tout cas avec tous ces coordinateurs pour d'abord être à l'écoute des besoins de la population parce que les gens pensent aussi qu'on peut toujours venir et dire voilà ce que je vous propose, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que les gens veulent, quels sont leurs besoins, quels sont les besoins immédiats et faire une priorité parce qu'on ne peut pas tout faire non plus en même temps. Il n'y a pas de baguette magique. Moi, je suis économiste, j'ai travaillé pas seulement dans les livres ou en enseignant, j'ai pratiqué l'économie dans des pays. Et je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on crée, il ne s'agit pas seulement de venir faire des grands projets qu'on annonce et puis c'est fini. C'est dans vraiment l'action, c'est dans la mise en œuvre qu'il y a plus de problèmes et là il faut vraiment une certaine rigueur, une certaine discipline, une certaine organisation, une certaine méthode. C'est ce qui fait la différence. Les pays qui sont avancés, ce n'est pas parce qu'ils ont des matières premières, mais c'est parce que le savoir, la connaissance, l'investissement dans l'humain a été vraiment la politique qui les a amenés là-haut. Alors nous aurons l'occasion d'avoir davantage de précisions sur ce que vous pensez plus ou moins de l'éducation, la santé, l'économie et autres secteurs importants au Togo.
Nous allons ouvrir le standard, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Bon. Bonjour, Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ah oui, quelques soucis techniques, des communiqués ont été publiés notamment sur la page Facebook de la radio. Bonjour à vous, merci. Alors, Monsieur Maglo, pour vous, quelle vision peut l'emporter à la présidentielle de 2020? À peu près. À peu près. Mais Monsieur Maglo, Monsieur Maglo, il n'est que 7h37, un peu de gentillesse. Alors, pour vous, je sais que vous désirez également l'alternance en 2020. Monsieur Maglo, vous désirez l'alternance en 2020, n'est-ce pas? Ah, alors, pour vous, comment l'obtenir si ce n'est pas par des hommes qui ont une vision? Monsieur Maglo, là, j'ai un peu de mal à vous suivre. La question est de savoir, si vous désirez l'alternance en 2020, vous estimez que ceux qui se présentent et disent avoir une vision, entre guillemets, sont des amuseurs de galerie. Pour vous, comment va se faire l'alternance que vous désirez? Bien. Merci Monsieur Maglo d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Fulbert Folie Adama sur la page Facebook de Nana FM estime que c'est une question importante. Au vrai sens du terme, il estime que nos opposants n'ont aucune vision pour l'alternance en 2020. Ils resteront toujours dans leur rôle qui consiste à légitimer le pouvoir uni. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, vous vous appelez comment? Monsieur Kossi, vous nous appelez d'où? Monsieur Tossou, pardon, d'Adido Gobé. Alors, à votre avis, quelle vision peut l'emporter en 2020? Allez-y. Parce que étant économiste, quand il sort à l'ONU, quand il voit le phénomène des gens, supposons que de notre président, les États africains ont régularisé ce qui fait comme une profession. Vous aimeriez savoir ce que lui, il en ferait. Ce qu'il en ferait, parce Bien. que pour moi, c'est des gens qui travaillent sans endurance et ils mettent leur santé en jeu. Comment ils comptent? Bien. Moi, je suis aussi content de M. Foda, je veux le retourner là. Bien. Merci. Comment ils comptent régulariser ce système-là? Merci, Monsieur Tossou. Passez une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Abalo Bobozi écrit que même sans vision, Faure Gnassingbé va gagner au premier tour, puisque dans son pays, écrit-il, on ne vote pas une vision. Sinon, il y a bien longtemps que Nicolas Lawson aurait été président. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Oui, merci à vous. Alors, pour vous, quelle vision peut l'emporter en 2020? Ah, moi, je n'ai jamais dit ça. Je ne sais pas d'où vous le sortez. Le problème que nous avons devant nous, la connaissance très le 27 février 2005, M. Faure Gnassingbé a
jamais laissé le pouvoir. Si nous la laissons, nous ne retrouvera plus. Est-ce que ça veut dire que pour vous, ce n'est pas une question de vision, comme l'a dit un internaute tout à l'heure? Le problème togolais, le problème d'organisation des élections, la transparence des élections, les institutions qui sont mises en jeu pour les élections. Le Togo qui va jusqu'à arriver à convaincre les chefs d'État de la sous-région pour le soutenir dans les élections frauduleuses, c'est ce qu'on appelle vision. Alors, monsieur Kokou, une fois que les conditions sont réunies pour une élection transparente, selon votre logique, sur quels critères vous baserez-vous, vous, personnellement, pour voter, choisir un candidat? Je vais m'adresser sur le programme du candidat. Et ça revient un peu à la vision, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème du Togolais. Bien. Bon, comme M. Magro l'a dit, moi, je veux regretter. La presse togolaise et les radios ont encore trouvé un quelqu'un qui va venir enrichir le truc d'affaires. Alors, ça, monsieur Magro ne l'a pas dit, et bon, je vais... Il a dit des candidats de galerie. Mais ce n'est pas... Ok, c'est votre façon de voir. Allez-y rapidement. Il a été commissaire au compte de la C14. Il a encore des relations avec la C14. Maintenant, la C14 ambitionne de devenir un candidat ministre, soit au sein de l'opposition ou soit au sein de la société civile. Maintenant, lui qui est à la tête du Covid Togo, pourquoi même pas le mouvement Covid Togo qui le met en jeu et que c'est lui qui se déclare. Bien. Ce sera tout. Quelle est la relation qu'il a avec le reste de la C14 ici? Bien. Merci, monsieur Kokou, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Alors, on a eu monsieur Maglo Dagoué, vous l'avez suivi dans son développement. Qu'en pensez-vous, monsieur Podar? Oui, merci à M. Maglo. Je crois que c'est ça la démocratie, hein. C'est lui qui pense de sa façon. Et je voudrais juste dire aux Togolaises et aux Togolais qu'il faut que nous contrôlons nos émotions et que nous dépassionnons ce débat-là. Ce qui se passe dans ce pays depuis 3 décennies, si on peut le régler simplement en avançant des mots comme ça, à mesure de galerie et tout ça, je crois que ça fait longtemps qu'on aurait réglé ce problème-là. Donc, aller plutôt à la réflexion profonde et savoir comment on peut nous tous arriver à régler ce problème togolais. Monsieur Tossou, je ne sais pas si c'est de lui que vous vouliez parler. Oui, Il a dit qu'il vous soutenait, il vous a posé une question sur la gestion que vous ferez des M, comme on les appelle communément. Oui, merci, monsieur Tossou. Bien sûr, les immigrants, le phénomène est venu. Vous savez, quand c'est arrivé ce phénomène-là, je crois que nos collègues ont eu à faire le Togolais au cours d'une élection, ils se sont tous retrouvés dans d'autres pays et ils sont revenus avec ça. Non, c'est un sous-emploi, tout simplement. J'ai rencontré des immigrants, il y en a qui ont des maîtrises, il y en a qui ont des licences. C'est le chômage et le sous-emploi généralisé qui amènent ce phénomène-là. Alors, il y a 2 moyens de pouvoir régler. D'abord, il faut que nous développons le secteur privé, comme je l'ai dit, et aussi faire en sorte que les jeunes Togolais qui ont des diplômes, qu'on puisse les former, les aider à créer, à être leur propre entrepreneur, à créer d'autres choses. Je crois que dans ce pays, il y a tellement de choses à faire. La transformation, même ramasser les produits qui pourrissent dans les champs parce qu'on n'a même pas de camion pour aller les ramasser, c'est déjà quelque chose que les gens peuvent faire et transformer. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qu'on peut investir dans ce pays si on accompagne ces jeunesses-là. Les immigrants, pour eux, c'est vraiment un 3e ou 4e choix parce qu'ils n'ont pas autre chose. Donc, c'est l'emploi qu'il faut créer. Il faut créer l'emploi, donc ça veut dire que l'économie marche et qu'on a une vision vraiment économique qui pousse à l'entrepreneuriat et qu'on forme les jeunes à ce niveau-là. En précisant que dans certains quartiers, dans certains pays, ce métier n'existe pas. Il n'y a que des taxis. Il n'y a que des taxis. On peut les organiser autrement aussi en mettant à leur disposition des moyens de déplacement plus sophistiqués. Et également, qu'est-ce que je voudrais dire? Il faut organiser également un transport en commun qui soit digne, qui vient à l'heure pour que les Togolais, au lieu d'être tout le temps sur les immigrants qui causent beaucoup d'accidents. Et des dégâts pour le corps de celui qui conduit même. Absolument. J'en ai vu des dégâts. Je quittais le grand marché pour venir à Oba. Le temps que j'arrive, il y a eu 2 ou 3 morts sur la route. J'étais vraiment sidéré.
Alors, Monsieur Kokou, lui, il pense que ce n'est pas la vision qui importe, tout comme un autre auditeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir quand des gens disent qu'au Togo, ce n'est pas une question de vision, on n'a pas besoin de savoir ce que propose tel ou tel candidat, il faut d'abord que les élections soient transparentes. Dans un sens, il a raison parce qu'en Afrique, d'une manière générale, jusque-là, on vote l'homme. On vote parce que je connais M. Is, M. Il est de là ou il de est là. de là, il est de mon ethnie, il est de mon village. Donc, malheureusement, c'est encore ça. On ne vote pas vraiment la vision. Mais de plus en plus, je crois qu'on est en 2019, comme je l'ai dit, au XXIe siècle, les jeunes sont bien formés, ils sont ouverts sur le monde et de plus en plus sont exigeants sur qu'est-ce qu'on leur propose, quelle vision on a pour le pays. Et les élections transparentes, on en a parlé. Mais il faut dire qu'il y a 4 éléments pour la prise de pouvoir dans un pays. D'abord, rassurer ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps. Parce qu'après tout, ce sont des Togolais. Et ils sont aussi peut-être conscients qu'il est temps qu'on puisse changer de système. Peut-être qu'il y a beaucoup parmi eux-mêmes qui veulent qu'il y ait ce changement-là. Quand on continue de faire de la même façon les choses pendant aussi longtemps et qu'on n'a pas les résultats, ça veut dire simplement qu'il faut changer de façon de faire. L'organisation des élections transparentes, je suis d'accord avec ceux qui défendent ça. Je crois que dans nos discours de programme, ça a été dit et nous avons également contacté certaines ambassades. On va continuer encore à faire ce travail de lobbying pour qu'une fois les élections au Togo soient organisées de manière transparente, crédible et vraiment sécurisée. Et sur ce plan, je suis entièrement d'accord qu'il faudrait que nous travaillions beaucoup sur ce point-là. Cody Togo, pourquoi n'avoir pas été mandaté par ce mouvement? Oui, Cody Togo n'est pas un parti politique. Cody Togo, c'est une association, c'est un rassemblement de plusieurs associations de la diaspora. Il y en a au moins une vingtaine. Donc, Cody Togo, pour faire Cody Togo me donne, en tout cas, ce statut de candidat de Cody Togo, il faudrait que toutes les associations se réunissent. Et moi non plus, je ne veux pas être attaché à ça. Pour moi, je suis un homme indépendant. Les associations de Cody Togo qui veulent suivre mon programme et qui croient à ce que je fais me suivront. Mais c'est ça la démocratie. Il ne peut pas venir. Je ne suis pas le candidat de la diaspora. Il y a une bonne partie de la diaspora qui me suit, mais ce n'est pas la diaspora. Parce que pour y arriver, il faudrait, comme je l'ai dit pour le candidat unique, faire un processus au niveau de la diaspora. Monsieur Ton, vous l'avez dit, bon, il était candidat, il est de la diaspora. Vous voulez nous parler d'un certain monsieur Spiker que je ne connais pas, il est de la diaspora. Alors pour que la diaspora dégage un candidat unique pour la représenter, il faudrait alors qu'on ait un processus pour y arriver. Donc ce n'est pas le cas. Cody Togo, je suis sûr qu'ils vont me soutenir puisque j'étais le coordinateur, mais ce n'est pas nécessairement toutes les associations de Cody Togo. Donc je ne suis pas le candidat de Cody Togo, même si je viens de là. Vos relations aujourd'hui avec la C14, il vous a posé la question également, de très bonnes relations avec la C14. Bon, individuellement, je côtoie certains d'entre eux pour quand même partager nos avis sur le pays, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Mais d'une manière globale, comme je dis, en rentrant il y a à peine 3 semaines, j'étais encore avec la C14 à une réunion. Donc j'ai des rapports vraiment très très cordiaux avec la C14. Sur la page. Et il faut ajouter, hein, parce qu'on parle beaucoup de la C14, mais je travaille avec la société civile. Le professeur Dossé, quand il organisait le premier congrès, je crois, le 15 juin, j'étais là, j'étais présent, hein, j'étais parmi le panel, j'étais là. Et j'ai parlé, j'ai contribué. Et également, on continue de travailler ensemble. Et donc, vous ne voulez pas qu'on vous rattache exclusivement à une la formation C14 politique ou à une association? Et également avec le père Afognon, Espérance Togo, le 20 octobre à Goura Senghor. J'étais dans cette salle, j'ai fait des communiqués, j'ai parlé. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est que les Togolais puissent se mettre ensemble pour qu'on ait l'alternance en 2020. Il n'est pas une question de C14, société civile diaspora. Nous devons tous travailler ensemble la main dans la main. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 sur la page Facebook de Nana FM Ressou, Jean Kekeli écrit que pour l'emporter, l'opposition doit revoir sa stratégie et si possible avoir un candidat unique, cesser de se lancer des critiques bidons. Il pense qu'après cela, avec l'aide de Dieu, je cite, tout ira mieux. Auditeur en ligne, allô? Bonjour, vous vous appelez comment? Monsieur Folly, vous nous appelez d'où?
Allez-y, nous vous écoutons. Quelle vision pour l'emporter en 2020? Bonjour, M. Boula. Oui, bonjour, monsieur Folly. Moi, je n'ai pas voulu me pointer sur la question, mais est-ce que j'allais demander, est-ce qu'il a déjà une opération sur place à qui il y a déjà un site web pour lui? Il a déjà des gens pour former une équipe pour les sur le terrain. Vous voulez postuler? Pour la série, comment j'ai vu au nord, c'est pas facile. Donc, tous ceux qui parlent de la transparence des élections, ils ont parfaitement raison. Ce n'est pas une question de vision aujourd'hui. Mais C'est- comment faire pour qu'on puisse avoir une élection crédible, transparente, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et ça passe par l'organisation des candidats ou de l'opposition sur le terrain? Absolument. Bien. Absolument. Il faut vraiment discuter avec le pouvoir en place. Bien. Il faut que le pouvoir accepte de faire un jeu franc. C'est très important. Merci. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. Il a déjà une voix en plus de faire de Sossou. Merci. Et je l'encourage. Merci. Maintenant, les gens, pour son équipe, je suis disponible avec eux. Ah voilà. Merci Monsieur Folly d'avoir participé au débat. Passé une excellente journée. On n'est pas à Pôle emploi ou à l'ANPE non plus, mais bon, si ça peut servir. Sur la page Facebook de Nana FM, Charles Ake écrit que les expériences ont suffisamment montré que si UNIR présente un candidat, c'est évident que UNIR va l'emporter. Sur cette affirmation, vous nous direz dans quelques instants si vous êtes d'accord ou pas. Le dernier auditeur en ligne, allô? Bonjour, vous vous appelez comment? À côté d'Akoli, c'est quoi? Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Akwete. Comment allez-vous? Nous sommes dans un pays où ceux qui ont gagné les élections n'accèdent jamais au pouvoir. Et les élections de 2005 nous avons montré ça aussi. Ce que disent les gens, par exemple, M. Kokou, il faut le dire pour la transparence des élections. Ce qui est commis dans les bureaux, il faut faire un travail avec hommes d'armée congolais. C'est là-bas même le problème est dur. Si l'armée se dit que qu'on a dit que ça aujourd'hui, il ne dira même pas un seul mot pour les convaincre. Vous voyez? Donc, tout le pouvoir se met, il s'appuie sur l'armée pour gagner toujours les élections. Alors, monsieur Akoté, il faut dire que vous n'êtes pas le seul à le penser, puisqu'il est dit que nous sommes en démocratie. Plusieurs pensent que l'armée soutient le pouvoir, que le pouvoir repose sur l'armée. Mais l'armée, vous le savez, elle-même, elle dit qu'elle est muette et qu'elle est républicaine. Nous savons quel caractère républicain a l'armée togolaise. Et bien, L'armée togolaise c'est une armée clanique, nous le savons tous. bien. Il faut travailler en ce sens pour que, bon, s'il y a possibilité, il faut solliciter à la communauté internationale d'organiser les élections. Et je serai pas, tout le monde va participer avec des chances égales. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Akoté, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Alors, monsieur Folly, qui vous soutient également, pense qu'il faut une organisation sur le terrain. Il aimerait savoir si vous avez déjà un site internet, tout l'appareil qu'il faut pour cette bataille électorale. Oui, bien sûr, monsieur Folly, bien sûr. On ne s'est pas réveillé du jour au lendemain pour être candidat à la présidence en 2020. Il y a toute une organisation qui travaille. Il y a un site www.gamessou.com. Donc, vous pouvez consulter ce site-là. Il y a sur le terrain aussi, pour le mouvement Gamessou, des compatriotes togolaises et togolais qui travaillent pour nous, qui travaillent avec nous, je dois dire, pas pour nous. Et je veux dire une chose aussi, que quand nous les Togolais, nous pensons que c'est une affaire de M. Poda qui est candidat, ça m'attriste un tout petit peu, parce que je crois que tous les Togolais doivent se sentir impliqués. C'est l'histoire d'un peuple s'écrit par le peuple, et non pas un certain. Moi, je suis un instrument, je suis devant, et il faut que tous les Togolais jouent leur partition. Donc, ce n'est pas une affaire de M. Poda contre un régime, ou M. Poda contre ceci, mais c'est la population togolaise qui veut s'affranchir, qui veut reconquérir sa liberté et sa dignité et avoir un certain partage des ressources de la nation. Je remercie au passage M. Folly et on aura l'occasion de... Vous lui laisserez un poste. On en reparle à la fin de Je l'ai dit, notre leitmotiv, c'est vraiment la méritocratie, le pragmatisme
et également donc l'intégrité. Et s'il a les compétences, il saura trouver une place dans votre équipe. De toute façon, il y aura toujours une place parce qu'il faut mobiliser tout le monde. Quoi qu'il vienne de quelque part, il doit mobiliser sa population. Alors, à côté d'Akode Sewa, pense que ceux qui ont gagné jusqu'ici n'ont pas pu accéder au pouvoir et ils pensent qu'il faut travailler pour l'élection, pour la transparence des élections et un rôle également, un travail à faire dans le sens de l'armée. Oui, tout à fait. Mais une fois qu'on a posé un postulat, ce n'est pas nouveau ce que vous dites là. Ça, je crois que ça fait 20 ans qu'on dit ce genre de choses. Continuer à les répéter sans aller en profondeur. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait cette transparence-là? C'est ça le problème. Donc moi, je vois qu'on est toujours à la surface des choses. Oui, bon, mais il faut la transparence, mais comment? Alors, dans le discours de lancement de candidature, je crois que j'ai lancé 4 appels. D'abord, l'appel à la population d'aller se faire inscrire et de voter massivement. C'est un droit civique et c'est la population qui décide. Ça, c'est la première démarche que les Togolais et les Togolaises doivent faire. 2, on a parlé bien sûr de l'armée. Et nous avons dit, oui, c'est vrai, c'est incontournable. C'est quelque chose qui est là, on ne peut pas nier. Mais quelle approche on a vers cette armée-là? Comment on rassure cette armée? Qu'est-ce qu'on propose à cette armée? Donc ça, c'est un travail fondamental qu'il faut faire aussi. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer les choses. 3, la communauté internationale. Bien sûr, j'ai lancé également un appel à la communauté internationale que pour une fois, nous voulons qu'en 2020, on ait des élections transparentes et crédibles. Et on a même demandé que les Nations Unies puissent venir organiser les élections aussi au Togo. En 1958, ça s'est fait. Dans les années 90, plus ou moins, je crois qu'on va d'une manière ou d'une autre. Mais vous-même, vous l'avez dit, on est en 2019. Oui. Les gens, certains m'ont répondu, et alors, et la souveraineté. Mais la souveraineté, on ne met pas en jeu la souveraineté de l'État parce que quand il y a cette bipolarisation de la vie politique pendant les 25 dernières années et qu'on veut quand même qu'il y ait un arbitre pour nous assurer tout simplement que cette fois-ci, voilà, les élections sont transparentes et que le vainqueur soit proclamé et qu'il puisse exercer le pouvoir. Et donc vous travaillerez dans ce sens? Ce n'est pas qu'on veut, on travaille déjà dans ce sens. Alors, dernière réaction sur la page Facebook de Nana FM, puis votre mot de la fin. Fortuné Aboti écrit que si Faure Gnassingbé est dans la course, il n'y aura pas match. Ce sera un coup KO au premier tour, avec ce qui se dessine dans les rangs des opposants par rapport au communal passé. L'alternance n'est pas pour 2020, sauf un cataclysme. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas dans cette position défaitiste. Je crois que c'est ce que nous appelons comme un self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire que vous avez programmé vous-même la destination de tout ce qui va arriver. Non, je ne pense pas. Je l'ai dit que c'est les peuples qui écrivent leur histoire. Et comme l'a dit Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc pour moi, je ne pense pas que rien n'est écrit, rien n'est gagné pour 2020 pour qui que ce soit. On mettra tout simplement en œuvre les moyens, les ressources et les lobbying nécessaires pour que 2020 soit une année d'alternance pour tous les Togolaises et tous les Togolais. Et on aura l'occasion certainement de se revoir. Merci Pierre Ekwe Gamessou Bodard d'avoir accepté notre invitation dans l'objectif d'aller un peu plus au fond des choses en ce qui concerne votre programme. Merci à vos auditeurs d'avoir suivi cette émission. Nestor Clou était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio.